psychose, c'est quelque chose qu'on définit comme un trouble du cerveau, une maladie du cerveau, une maladie du psychisme. Et puis c'est probablement les deux à la fois, et c'est toute la complexité de la question. Maladie du psychisme qui va amener à une altération du contact avec la réalité. Une altération du contact avec la réalité, ça veut dire qu'on va avoir des difficultés à évaluer la véracité d'un certain nombre de situations ou d'un certain nombre de perceptions. Et ça, c'est vraiment ce qui est constitutif de ces maladies-là. Je m'empresse d'ajouter que des altérations du contact avec la réalité, on en a tous un petit peu. On en a tous un petit peu parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas tout à fait comme tout le monde, parce qu'il y a des moments où on pense que notre voisin essaie de nous embêter alors que c'est juste qu'il a mis sa poubelle au mauvais endroit, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que c'est qui fait que ça se transforme en quelque chose qu'on va repérer en psychiatrie comme une maladie? C'est évidemment l'intensité, la durée et les conséquences que ça peut avoir sur le comportement. On va revenir à ça tout à l'heure. La base de la psychose, c'est ce qu'on appelle les idées délirantes, c'est-à-dire des idées qui sont non conformes au groupe auquel on appartient, aux idées du groupe auquel on appartient. C'est très clair que tout le monde n'a pas le même stock d'idées qu'on reconnaît comme étant des idées réalistes ou des idées délirantes. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cultures où on va penser que les pratiques magiques sont parfaitement acceptables et ça ne sera pas des idées délirantes. À l'inverse, on a tous notre stock aussi de croyances à nous. Donc, une des choses importantes qu'il faut garder en tête, c'est que le caractère délirant ou non d'une idée, il va se comprendre en relation avec les idées prédominantes du groupe culturel auquel appartient la personne. La phrase est un petit peu compliquée, mais ça veut dire que ce qui est délirant pour l'un ne va pas l'être pour l'autre nécessairement. Donc c'est des croyances qui sont irréalistes, qui sont idiosyncrasiques, c'est-à-dire qui appartiennent en propre à la personne qui va présenter les symptômes. Les hallucinations, c'est des perceptions sans objet. C'est ça la définition la plus classique. Donc ça va être le fait d'entendre des choses que les autres n'entendent pas, ça va être le fait de voir des choses que les autres ne voient pas, excusez-moi. Ça va être le fait de ressentir dans son corps des influences étrangères, qu'on vous touche, qu'on vous manipule, qu'on vous oblige à faire des gestes. Ça peut être aussi le fait de sentir des mauvaises odeurs. Troisième série de symptômes, c'est la désorganisation, c'est-à-dire le fait d'avoir un comportement qui va être, comme son nom l'indique, désorganisé, qui va être non productif, qui va être parfois inquiétant, agressif, ou au contraire qui va manifester une anxiété intense à cause d'idées délirantes qui peuvent animer la personne à ce moment-là. Au niveau de la pensée, ça va être une pensée qui va être peu productive, qui va être dite digressive, c'est-à-dire avoir une tendance à passer d'un thème à l'autre rapidement ou des choses comme ça, et sans conséquence, enfin sans suivi, au moins pour la personne qui écoute, c'est-à-dire que des fois, on ne voit pas trop pourquoi on passe d'un sujet à l'autre quand on dialogue avec ces personnes. Manque de logique, blocage de la pensée, là encore, c'est des anomalies du cours de la pensée qu'on va retrouver régulièrement. Les symptômes négatifs, ça correspond à un déficit fonctionnel, c'est pour ça qu'on les appelle négatifs dans la tradition psychiatrique. C'est-à-dire qu'on admet que les délires, les hallucinations, la désorganisation, ça rajoute quelque chose au fonctionnement habituel, alors que là, c'est des fonctions habituelles de la personne, mais qui vont être moins importantes, moins développées. Donc, les signes négatifs, c'est alogie, c'est-à-dire diminution du discours. C'est des gens qui vont être laconiques ou dans un certain nombre de cas mutiques, qui vont donc parler très peu. Avolition, diminution de la volonté, diminution de la capacité à entreprendre des choses, perte d'initiative. Et apragmatisme, diminution donc de la capacité à entreprendre une action, ou aboulie, c'est-à-dire diminution de la capacité à mener à bien ce qu'on fait. Donc vous voyez que c'est des choses qui ont un impact très important sur les capacités fonctionnelles des individus, puisque ils ont du mal à faire quelque chose, et puis souvent leur entourage va leur dire écoute, remue-toi un petit peu, fais un effort, prends-toi en main. Et c'est précisément des choses dont ils sont plus capables à certains moments de l'évolution de la maladie. Les troubles cognitifs, c'est quelque chose d'un peu plus récent dans la nosographie, enfin dans la classification des maladies. On a tendance maintenant à inclure, notamment en ce qui concerne la schizophrénie, à inclure les troubles cognitifs, c'est-à-dire les troubles du fonctionnement intellectuel, dans la définition de la maladie. Ce qui a été repéré notamment dans la schizophrénie, c'est les troubles de l'attention, donc la capacité, une diminution de la capacité à maintenir son attention de manière soutenue. La vitesse d'exécution, donc c'est des patients qui vont être plus lents et évidemment ça a beaucoup d'impact au niveau de leur capacité à travailler, y compris sur des tâches relativement simples. La mémoire de travail, donc c'est la capacité à stocker pour de courtes durées des informations et à les manipuler. Par exemple, quand on vous demande de retenir un numéro de téléphone,
c'est de la mémoire de travail. Quand on vous demande de retenir une liste d'épicerie, c'est de la mémoire de travail. Donc tout ça, vous voyez, quand c'est perturbé, ça a un impact tout à fait évident sur la vie quotidienne, là encore. Et les fonctions exécutives, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire c'est la capacité à organiser les actions dans une séquence qui va être orientée vers un but. Donc tout ça est perturbé de manière significative et parfois sévère dans la schizophrénie, encore une fois, donc ça va avoir un impact important sur le niveau de fonctionnement. La plus sévère probablement des troubles psychiatriques, enfin des troubles psychotiques en tout cas, c'est la schizophrénie. Pour porter un diagnostic de schizophrénie, on va demander qu'il y ait 2 symptômes parmi ceux qui sont énumérés là. Donc ça c'est la classification du DSM-4, qui est la classification des psychiatres américains et qui est à toute fin pratique la plus utilisée dans le monde, avec la CIM-10 qui est très identique au DSM-4 pour ces items-là. Donc les idées délirantes, les hallucinations, on en a parlé, la désorganisation à la fois au niveau du discours et du comportement et la présence des symptômes négatifs. C'est ça les signes cardinaux, les signes principaux de la maladie. Et on va demander à ce qu'il y en ait 2, sauf si il y a ce qu'on appelle des dialogues hallucinatoires, c'est-à-dire si la personne entend plusieurs voix qui conversent entre elles. La deuxième chose qu'on exige, c'est d'une part une notion de durée. Pour la schizophrénie, ça va être une durée de 6 mois, on va revenir à ça tout à l'heure. Et deuxièmement, un impact sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire le fait que la personne n'est plus capable de réaliser ses activités scolaires ou professionnelles ou que son insertion sociale habituelle, comme c'était le cas avant le début de la maladie. Donc il y a une notion de diminution du niveau de fonctionnement et d'impact fonctionnel dans ce cas-là. Le trouble schizoaffectif, c'est quelque chose qui est un petit peu en marge de la schizophrénie, dans le sens où il y a à la fois des symptômes de schizophrénie, mais il y a à la fois des symptômes de troubles de l'humeur, soit des états maniaques, soit des états dépressifs. Et en fait, très souvent, le diagnostic n'est pas très facile à faire. D'une manière un petit peu arbitraire, ce qu'on admet actuellement, c'est qu'il faut qu'il y ait 2 semaines d'évolution des symptômes de psychose, en dehors d'un épisode soit dépressif, soit maniaque, pour porter le diagnostic de trouble schizoaffectif. Le trouble schizophréniforme, c'est essentiellement un critère de durée, c'est-à-dire que la durée des symptômes de psychose doit être inférieure à 6 mois. Au-delà de 6 mois, comme je vous ai dit tout à l'heure, on parle de schizophrénie. Entre 1 mois et 6 mois, on va parler de trouble schizophréniforme. Et avant 1 mois, on va y revenir dans un instant, ça va être le trouble psychotique. Bref, le type de symptômes qu'il va y avoir est à peu près le même. C'est hallucinations, délire, désorganisation et des choses comme ça. Mais c'est simplement le critère chronologique qui diffère. Comme vous le voyez ici, donc, entre 1 jour et 1 mois, c'est le trouble psychotique bref. Entre 1 mois et 6 mois, c'est le trouble schizophréniforme. Et au-delà de 6 mois, donc ça va être la schizophrénie. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au jour où on se parle, et probablement pour quelques années encore, on ne peut pas dire qu'on connaisse la cause de la schizophrénie. Je dis qu'on ne la connaît pas avec certitude, on ne la connaît pas du tout. Ce qu'on connaît, c'est des facteurs de risque, c'est-à-dire des facteurs qui vont entraîner une vulnérabilité au fait de devenir malade. La vulnérabilité, ce n'est pas quelque chose qui va créer la maladie, c'est quelque chose qui va vous rendre plus fragile pour développer des symptômes, et en particulier des symptômes de psychose. À ce jour, il ne connaît pas un seul facteur de risque dont on puisse dire qu'il est nécessaire, c'est-à-dire que la maladie ne peut pas survenir si ce facteur de risque n'est pas présent. Et il n'y en a aucun qui soit suffisant, c'est-à-dire qui explique l'apparition de la maladie à lui tout seul. Et le troisième point, c'est que on commence quand même à avoir un inventaire assez complet des facteurs de risque. On va en énumérer un certain nombre tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis peut-être 5-10 ans, on commence à s'intéresser justement à la manière dont ils interagissent entre eux. Et c'est probablement là qu'on va faire d'authentiques progrès dans les années qui viennent. Un des modèles dont on s'inspire pour essayer de trouver l'origine des maladies psychiatriques, et en particulier les troubles psychotiques, c'est ce qu'on appelle les modèles vulnérabilité-stress. Alors, dans la première partie du tableau, vous avez justement donc les facteurs qui vont contribuer à la vulnérabilité. À la base, il y a effectivement les facteurs génétiques, ceux avec lesquels on va tous naître. Ensuite, il y a les facteurs environnementaux qu'on va qualifier de précoces, c'est-à-dire ceux qui peuvent survenir avant ou juste après la naissance. Par exemple, il y a les infections. On sait que le fait d'avoir une inflammation ou une infection pendant une période relativement critique de la grossesse, ça va augmenter, pas énormément, mais ça va augmenter quand même le risque de développer une schizophrénie quand on va être adulte.
La malnutrition, c'est une quasi-expérience qui a été faite en Europe, malheureusement, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une partie des Pays-Bas qui s'est trouvée isolée, où la famine a sévi pendant plusieurs semaines. Et les gens qui s'occupaient d'épidémiologie à l'époque ont pu documenter qu'une vingtaine d'années après, il y a eu un pic d'apparition dans la population qui avait été affamée à cette époque-là de cas de schizophrénie. La malnutrition, les toxines prénatales, les complications obstétricales, c'est-à-dire l'hypoxie, la naissance avec un faible poids gestationnel, des choses comme ça. Tout ça, c'est des facteurs de risque non spécifiques, mais qui ont quand même leur importance d'apparition de la schizophrénie. On va voir après comment on les quantifie. Donc ça, c'est les facteurs précoces. Et puis, il y a des facteurs un peu plus tardifs. Il y a l'immigration, il y a la vie urbaine. Il y a des chercheurs scandinaves qui ont montré que plus on vivait dans une agglomération importante, et plus si on y arrivait, par exemple, pendant l'enfance, eh ben, ça augmentait le risque de développer une schizophrénie à la fin de l'adolescence ou à l'âge adulte. Au jour où on se parle, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça. On ne sait pas ce qui, dans la vie urbaine, va contribuer à favoriser l'apparition des schizophrénies, mais on sait que c'est comme ça. C'est des résultats qui sont très très solides, qui ont été faits dans de bonnes conditions. Donc la vie urbaine, les stress, quand on parle de stress, on parle de choses assez banales, hein, d'être capable de faire face aux exigences de la vie scolaire, aux exigences de la vie en société, d'être capable de faire face pour un adolescent à son groupe de pairs ou à l'entrée dans la vie professionnelle. Tout ça, ça peut être des stress dont on pense qu'ils peuvent favoriser l'apparition de la maladie. Et évidemment, il y a les drogues qui vont être un petit peu un point d'intérêt tout de suite, là. Les drogues qui ont un impact tout à fait clair sur l'apparition de la schizophrénie. Pourquoi est-ce qu'on parle de génétique dans la schizophrénie ? C'est quelque chose qui a été constaté finalement il y a une bonne centaine d'années. C'est parce que la fréquence des cas, la fréquence de l'apparition de la maladie est plus importante dans les familles où il y a un patient schizophrène. Combien plus importante ? C'est un petit peu ce qui est marqué là. Dans la population générale, comme je vous l'ai dit, c'est 1%. Quand on a un parent du deuxième degré, oncle, tante, cousin, c'est 5%. Quand c'est des parents du premier degré, c'est-à-dire le père, le mère, le frère, la sœur, c'est 10%. Quand on est jumeaux dizygotes, c'est-à-dire quand on est deux jumeaux avec deux œufs différents et deux patrimoines génétiques différents, le risque n'est pas différent de ce qu'il est pour les frères et sœurs, c'est-à-dire autour de 10%. Si on est jumeaux monozygotes, c'est-à-dire qu'on partage deux choses, le même patrimoine génétique, mais aussi souvent le même placenta. Et à ce moment-là, le taux de convergence, le taux de concordance est de 50%. Et puis quand on a deux parents schizophrènes, le taux de concordance, le risque est de 40%. Donc vous voyez que si vous prenez le fait d'avoir un seul parent malade, il augmente beaucoup quand il y en a deux. Pourquoi ? Probablement parce qu'il n'y a pas simplement un effet additif du risque, mais il y a une espèce de multiplication. C'est-à-dire que si chacun des parents amène sa propre vulnérabilité génétique, l'interaction entre les deux fait plus que la somme des parties, dans le cas présent. Toujours dans l'énumération un petit peu des facteurs de risque, il y a un facteur de risque génétique mais non héréditaire, c'est l'âge paternel. Donc, petite distinction, on a un petit peu tendance à confondre les deux choses. Héréditaire, c'est ce qui est transmis d'une génération à l'autre. Génétique, c'est ce qui concerne les anomalies des gènes. Et dans le cas présent, ce qu'on a montré à cette occasion-là, c'est que les pères un peu plus âgés ont des anomalies du génome au niveau des cellules germinales, qui vont être tout simplement liés au fait qu'ils sont âgés. Hein. C'est un petit peu la même chose que la trisomie chez les femmes, c'est-à-dire qu'il y a un âge au-dessus duquel la fréquence augmente. Et donc, l'âge paternel va faire augmenter le risque relatif de schizophrénie de manière assez sensible, comme vous voyez là. Donc, le risque de base, ça serait 25 ans, c'est 1. À 35 ans, c'est 1,28. Donc, on a finalement 30% de chance de plus d'avoir un enfant atteint. À 45, c'est 38. Et à 55, donc ça, c'est l'âge paternel, c'est 2,22. Donc, le risque est multiplié par 2. Donc, c'est pas très, très important en termes de nombre de personnes que ça représente, mais ça a donné des idées aussi sur le fait que le risque génétique, c'était pas nécessairement, donc, comme je vous le disais, un risque héréditaire. Un autre exemple, donc, qui est particulièrement intéressant, c'est le cannabis et l'apparition des symptômes de psychose. La consommation de cannabis est associée à une augmentation de la fréquence de la schizophrénie. Ce qu'on ne sait pas, c'est
qu'est-ce que c'est la cause? Est-ce que c'est le cannabis qui cause la schizophrénie ou est-ce que c'est le contraire? Et c'est là-dessus que les gens sont intéressés, à ça que les gens sont intéressés depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc on admet que le risque relatif, comme je vous ai dit, après une exposition à l'adolescence, c'est 2, c'est-à-dire que ça augmente le risque de 2 fois. Et le risque attribuable, c'est-à-dire est de 8%. C'est-à-dire que si on suit ce raisonnement-là, si on empêchait tous les adolescents de consommer du cannabis, sur 100 nouveaux cas de schizophrénie, il y en aurait 8 qui disparaîtraient. Donc c'est à la fois assez important, c'est pas colossal, on ne fera pas disparaître la schizophrénie en éradiquant le cannabis, mais il semblerait que ce soit quand même un facteur de risque autonome et relativement important. Les explications possibles, donc il y en a 3 ou 4. Il y a la première, le cannabis est une des causes de la schizophrénie. C'est précisément ce que pensent un certain nombre de chercheurs dans ce domaine. Deuxièmement, une autre hypothèse, c'est de dire que quand les gens sont à la phase de prodrome, avant que la maladie ne soit déclarée, ils vont pas bien, et pour essayer d'aller un petit peu mieux, ils vont s'automédiquer en prenant du cannabis. C'est la théorie de l'automédication, ou par exemple que la phase de début de la schizophrénie va être associée de manière non spécifique à une augmentation de la consommation de cannabis. Toutes ces choses-là ne sont pas nécessairement fausses. Et la quatrième sur laquelle je voudrais m'arrêter là, c'est le cannabis interagit avec la vulnérabilité génétique pour la schizophrénie. À cause des caractéristiques particulières de ces deux types de molécules, on les a appelées première et deuxième génération. Ça, c'était un effet chronologique. On les a appelées typiques ou atypiques. C'était à cause de leurs effets essentiellement sur le système nerveux. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, les antipsychotiques en question, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils guérissent pas la schizophrénie. Non plus que les autres maladies, les autres psychotiques. On n'a pas la chance, nous, de travailler comme nos collègues infectiologues et puis de pouvoir donner un antibiotique et puis pendant 15 jours et puis de se dire que la maladie est éradiquée. Ça marche pas comme ça. C'est des médicaments qui vont contrôler un certain nombre de symptômes de la maladie et qui vont essentiellement contrôler les symptômes pendant qu'on les prend. La deuxième chose qu'ils vont faire essentiellement, c'est de prévenir les rechutes. Et c'est extrêmement important pour préserver le pronostic fonctionnel des patients. Donc, ils sont avant tout efficaces, ces médicaments-là, sur les symptômes psychotiques, sur les signes positifs. On a vu ça au début de l'exposé. Donc, les hallucinations, le délire, une certaine partie de la désorganisation et l'agitation. Ils sont efficaces aussi sur les états d'agitation at large, c'est-à-dire si vous avez pris un coup le vendredi soir, si on vous donne un antipsychotique, vous allez être plus calme. Et puis, ils sont très peu efficaces, enfin pas très peu, oui, à peu près pas efficaces du tout, sur les symptômes négatifs, et ils sont peu efficaces sur les symptômes cognitifs. Par contre, comme je vous l'ai dit, ce sont des bons médicaments pour prévenir les rechutes. Donc, qu'est-ce que c'est les différences entre les antipsychotiques de première et de deuxième génération? Les antipsychotiques de deuxième génération sont probablement un peu plus efficaces, ils ont un effet un peu plus prolongé et ils provoquent moins de rechutes. C'est notamment vrai pour la clozapine. Par contre, ils se distinguent beaucoup au niveau de leurs effets secondaires, donc des effets indésirables. Les antipsychotiques de première génération vont surtout donner des effets secondaires de type neurologique. Ça mime finalement les signes de la maladie de Parkinson, la rigidité, le tremblement et ce qu'on appelle la kinésie, c'est-à-dire la difficulté à initier le mouvement. Et deuxièmement, ils vont donner des complications durables qui sont les dyskinésies tardives. Les antipsychotiques de deuxième génération, eux, ils ont moins d'effets secondaires neurologiques. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont pas du tout, mais ils en ont moins. Par contre, ils ont des effets secondaires parfois assez terribles sur le plan métabolique. Ils entraînent une prise de poids, un diabète. Ils peuvent entraîner en tout cas une augmentation de la glycémie et des perturbations des lipides sanguins. Donc vous voyez qu'on ne vit pas du tout dans un monde idéal. On a à choisir un petit peu entre la peste et le choléra dans un certain nombre de situations. Et malheureusement, c'est ça la situation au jour d'aujourd'hui des traitements antipsychotiques. Les chances de récupération, si on expose la personne à la médication, ça augmente beaucoup. Et bon, on parle d'une personne qui a une fin d'adolescence, début de la vingtaine, et même chez les hommes, ça semble commencer encore plus tôt que chez les femmes, qu'il n'y a pas de distinction, n'importe qui peut être exposé à ça. Donc, la question c'est qu'il faut essayer de faire un travail, soit des préventions, bon, on n'a pas beaucoup de choses développées encore pour ça, mais au moins d'intervention précoce pour éviter justement
qu'une fois la maladie arrivée, que les déficits s'installent, et à ce moment, ça devient très, très, très difficile de changer la situation. Donc, il y a, disons, 3 éléments de base dans les traitements de la schizophrénie. Il y a la question du traitement. Donc, il faut savoir comment soigner les personnes. Il faut traiter les symptômes. Il faut peut-être avoir même un impact sur les causes avec des travaux de prévention. Mais une fois la maladie présente et arrivée, il faut trouver des outils, des moyens d'agir pour changer la situation, de réadapter la personne. Donc, il y a toute une démarche de ces genres-là. Et disons que la personne est rendue en situation de fragilité, de dépendance, de perte de ses fonctions dans la société, ça prend tout un processus de réhabilitation. Donc, donner à la personne le pouvoir d'agir et de récupérer une certaine dignité et vivre de la meilleure façon qu'elle peut. Donc, on a parlé beaucoup de la médication, mais il y a d'autres éléments qui font partie du traitement qui sont assez importants. Comme le Dr. Grignon a expliqué, la médication soulage surtout les symptômes qu'on appelle positifs, les délires, l'hallucination, mais il ne faut pas oublier que la personne, elle a beaucoup de difficultés à fonctionner dans le quotidien, elle est isolée, elle n'a pas de motivation, elle n'est pas capable d'exprimer ses affects, parfois elle peut être un peu dépressive aussi, peut être même suicidaire. Donc, comment est-ce qu'on va agir pour améliorer ou soulager tous ces problèmes-là? Donc, il y a des démarches, des psychothérapies, des interventions psychologiques. Et on a eu l'expérience, au fil des années, d'utiliser des interventions de genre cognitif comportemental. En résumé, c'est d'aider la personne à mieux interpréter la réalité. Que parfois, la première idée qui nous vient en tête, c'est pas toujours la bonne, c'est pas toujours l'interprétation correcte de qu'est-ce qui se passe. Donc, si on aide la personne à refaire un peu son raisonnement, peut-être qu'on pourrait l'aider à mieux réagir à toutes sortes de situations qu'ils vivent. Parfois, c'est simplement de soutenir, de l'écouter, d'être présent, à l'écoute de la situation que la personne est en train de vivre. Ça peut l'aider aussi. Il faut prévoir toujours dans une planification d'un traitement à long terme, qu'est-ce qu'on fait si ça va mal? Qui seront les personnes qui vont être proches, capables d'identifier les symptômes ou les rechutes s'ils arrivent. Les rétablissements, disons, il est possible, mais c'est en fonction du traitement. Ça dépend d'un traitement et si possible un traitement précoce. La psychose n'est pas rare, pas du tout. Personne n'est protégé. Donc, c'est pas la personnalité double, c'est pas nécessairement une personne dangereuse. Ça peut arriver des situations de danger, mais c'est pas tout le temps comme ça. Et c'est pas un échec, c'est pas un manque de volonté ou n'importe quoi, c'est une maladie. Et cette personne, elle nécessite, elle mérite d'avoir toute l'attention possible, les soins et du soutien. Donc, merci beaucoup pour l'attention.